Bienvenue sur collaborationsoft.com, le podcast qui donne aux leaders d'équipe des tactiques concrètes pour surmonter la résistance au changement. Moi, c'est Pierre Cyril, mais tu peux m'appeler PC. Aujourd'hui, on va parler de flow metric. Comment mesurer la performance ou l'efficacité d'un flux de travail en équipe. Avec mon invité, Louis-Philippe Carignan. Salut Louis-Philippe. Allô, allô, Pierre Cyril. Très bien, merci. Toi? Merci. Est-ce que je peux t'appeler LP? Oui, 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 pas de problème. Les copains. Tu peux m'appeler PC, je peux t'appeler LP, c'est parfait. C'est bon. Toi, tu es dans le domaine de l'agilité depuis les années 2000. Ça fait à peu près que tu as pas mal de rôles dans les transformations d'équipe et d'organisation. On te trouve dans des conférences, beaucoup sur la pratique Kanban. On te voit pas mal aussi à Québec. Scrum Trainer, Kanban Trainer. Et tu as aussi fondé plus récemment ta propre compagnie, Pacemaker. Je le prononce, peut aider les équipes à améliorer leur autonomie en mesurant les données de la propre équipe. Oui, c'est tout à fait ça. Ça fait environ une vingtaine d'années que je suis dans le domaine de l'agilité. J'ai participé à des transformations numériques, j'ai aidé des gens, j'ai donné un peu de ce que je peux dans tout ça, mais il y a énormément un écosystème maintenant de coach, de Scrum Master, de compagnies de consultants qui œuvrent là-dedans, mais je suis bien content de collaborer et de donner mon grain de sel dans tout ça. Alors, dans les dernières, tu as une activité qui est quand même assez orientée autour des flow métriques. On te voit beaucoup en parler dans des conférences. Tu as fait plusieurs vidéos, plusieurs podcasts là-dessus. Je suis pas le seul, je ne serai pas le dernier. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir peut-être un point de vue orienté dans à quoi ça sert finalement de mesurer ces fameux flow metrics. Qu'est-ce qu'on vient essayer de régler en faisant ça? Oui, peut-être aussi, moi, ce que je vois dans tout ça, c'est peut-être un outil de diagnostic, peut-être un autre outil supplémentaire de diagnostic, mais avant peut-être de faire un changement, de bouger quelque chose avec nos équipes, nos organisations, nos départements, eh bien, ça nous permet de nous mesurer. Et ce que j'aime avec les flow metrics, c'est que ça se sert de l'historique de ce flux de travail, cette organisation qu'on essaie de peut-être changer. Alors, en fait, posant un diagnostic, ça nous permet de savoir où nous sommes en ce moment, puis notre plan d'action, où on va aller, et cet outil de mesure peut nous dire si on est en train de l'atteindre ou non. D'accord, donc c'est un bon moyen de se faire un baseline de là où on est. Ça permet au moins de se situer quelque part. On veut se fixer un objectif d'amélioration, on peut le traquer en continuant à traquer ces métriques-là. Et il y a des flow metrics, c'est au pluriel. Je crois qu'il y en a 4. Tu pourrais nous faire comme une petite description des 4 en moins de 2 minutes? Oui, oui, tout à fait. Alors, il y a le travail en cours, qui sont les éléments de travail qui sont débutés et non terminés. Il y a l'âge de chacun des éléments de travail. Donc, une fois qu'ils rentrent dans votre flux de travail, on va compter l'âge, le nombre de jours qu'ils sont dans le flux de travail. Ensuite, il y a le temps de cycle, c'est-à-dire le temps qu'a pris un item pour commencer jusqu'à ce qu'il soit terminé. Et finalement, le throughput ou le débit, mais on dirait que le terme throughput est en train de rester en français, c'est-à-dire le nombre d'éléments de travail complétés par unité de temps. Donc là, on mesure les 4. On choisit une. C'est quoi? C'est un peu comme on veut. Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là que c'est intéressant de quel est mon problème que j'essaie de résoudre. Est-ce que mon équipe est surchargée? Est-ce que mes rencontres sont trop lourdes? Est-ce que c'est quoi le problème au juste que je peux régler? Et est-ce que cet outil-là, qui sont les flow metrics, peuvent nous aider à décomplexifier ou à décortiquer ce problème et à l'attaquer avec notre équipe ou la gestion? C'est on réfléchit au problème avant de commencer à se dire on va mesurer. Ce que je sous-entends par là, c'est qu'il y a peut-être des métriques qui vont pas donner un indicateur euh, significatif par rapport au problème, c'est ça? Oui, ou peut-être l'indicateur, par exemple, le niveau de service attendu qu'on va mesurer. Oh, c'est vraiment plus gros qu'on pensait. OK, c'était peut-être un problème qu'on n'avait pas vu venir. Nos items qu'on fait passer dans notre flux de travail sont beaucoup plus gros qu'on le croyait. Alors déjà là, ça nous mène à peut-être un plan d'action sur est-ce qu'on peut prendre des plus petites bouchées en sachant que des plus petites bouchées
nous permettrait potentiellement de livrer plus vite. Euh, Puis, moi, j'ai une question un peu, un peu simplette, mais des métriques, là, il y en a déjà plein. Ok. L'équipe, elle a son burn down, elle a sa vélocité, on regarde la date, on regarde le prix que ça coûte. Est-ce qu'on vient articuler tout ça? Puis en quoi est-ce que les flow métriques donnent une information déjà différente de ce qu'on a déjà? Oui, moi, ce que j'adore de l'histoire à l'arrière des Flowmetrics, c'est exactement ça, c'est leur historique. Donc, l'équipe travaille dans Jira, dans Azure DevOps, c'est même dans GitHub maintenant. On déplace des cartes. Toutes ces dates où on déplace ces cartes dans nos tableaux Kanban électroniques sont stockées à l'intérieur de nos outils de gestion de projet agile. Et on peut se servir de ces dates-là pour calculer les Flowmetrics comparativement souvent à la vélocité, notre burn down, où on va utiliser de l'estimation en heures ou en points. Ce que j'adore des Flowmetrics, ça va raconter l'histoire sur du réel. Alors, c'est beaucoup plus pertinent, je crois, pour autant des équipes que des gestionnaires qui se cherchent des nouvelles réponses. Alors, regardons le passé pour voir, pour faire des prévisions sur ce passé qui ne sera pas estimé. Et c'est ce que j'adore parce que, par exemple, on prendra le temps de cycle. Le temps de cycle va contenir, par exemple, tous les événements improbables, imprévisibles qu'on ne pouvait pas s'attendre lorsqu'on essaie d'estimer une tâche. Donc, si par exemple, on a estimé une tâche à 5 jours et la tâche en a pris 15, eh bien, toutes les rencontres, meetings ou bugs de production qui nous ont dérangés dans ce 5 jours estimé-là, on va le retrouver dans le temps de cycle. Donc, le temps de cycle va contenir toute cette information imprévisible à l'intérieur de cette donnée. Moi, je trouve que c'est juste ça, c'est un gain formidable pour les équipes et la gestion pour mieux prévoir après leur travail. Et tu as dit quelque chose d'intéressant, puis j'ai l'impression que j'ai comme bloqué là-dessus. Mais de raconter une histoire différente. Puis moi, pour moi, le storytelling autour des data est important pour se setter des objectifs, pour comprendre la situation actuelle où on est, où est-ce qu'on veut aller. Citer quatre flow metrics. Est-ce que tu pourrais me dire ce que chacune raconte comme morceau d'histoire? Parce que j'imagine qu'une histoire, c'est peut-être plusieurs métriques ensemble, mais chacune, elle raconte quoi? Par exemple, prenons le throughput, par exemple. Sur une année, j'avais une équipe où le throughput a augmenté de 10 items complétés par semaine à 20 items à la fin de l'année. Eh bien, à l'arrière de ça, j'ai fait aucune rétrospective avec cette équipe. C'est une équipe qui est restée stable et la seule chose qu'on a changé, c'est de prendre moins d'items à chaque sprint ou à chaque début de semaine. Et finalement, à la fin de l'année, la productivité de l'équipe, malgré sa taille qui est restée pareille, elle a augmenté. Donc, l'histoire qu'on peut raconter, c'est hey, j'ai même pas fait de rétrospective, j'ai arrêté de faire du Scrum puriste et pourtant, mon équipe s'est améliorée en termes de productivité ou d'efficacité. Donc, il y a une histoire en termes de peut-être de productivité qu'on a réussi à s'améliorer en décrochant même des fois de certains cadres. Puis là, je vais commencer à nommer des Scrum, des Safe. Cette donnée-là va nous donner quelque chose de complètement différent. Je peux en voir en Safe, par exemple, je regarde des trains qui sont lancés. On regarde le nuage de temps de cycle des flow metrics avec un train Safe. On voit exactement comment que les trains se comportent, mais après ça, on peut refléter à un RTE ou un gestionnaire. Est-ce que c'est ce genre de comportement-là que tu voudrais avoir avec ta clientèle? Ça te permet de changer l'histoire, d'avoir une réaction du gestionnaire qui ne croyait pas que ses équipes fonctionnaient de telle façon. Intéressant que tu mentionnes Safe parce que l'épisode précédent, justement, on parlait de la dimension de visualiser toutes les dépendances et les obstacles sur la planification des PI. Fait métrique là-dedans pour le safe, qu'est-ce qu'on regarderait plus comme métrique par exemple, laquelle raconterait une histoire qui permettrait de jauger si notre train est efficace. Il y a sûrement, j'imagine, à un niveau plus haut, je ne suis pas un expert safe et ce serait le fun d'avoir la conversation entre avec un expert safe il y a comme la couche à plus haut niveau, je pense, je vais les appeler les épopées ou les features. Eh bien, à quelle vitesse vont-ils eux-mêmes, à quelle vitesse sont-ils livrés? Et par exemple, dans l'année où est-ce qu'on pourrait suivre cette livraison de valeur de mon train
safe, est-ce que mon throughput est en train d'augmenter? Est-ce que la taille de ces systèmes-là est en train de diminuer ou de grossir? Puis si, par exemple, le throughput est en train de diminuer sur une année, mais que les systèmes sont restés les mêmes, bien là, on peut peut-être se poser la question, hey, on fait des rétrospectives safe avec 60, 100 personnes, c'est des salaires, mais on livre moins. Tandis que présentement, est-ce qu'on veut utiliser en save des pointages encore? On va standardiser le pointage. Flowmetric va tout tasser ça, puis va juste regarder le comportement des gens. Là, je fais une petite parenthèse sur l'élection 2016, puis c'est un petit scoop sur ma présentation que je vais donner à Montréal et à Québec. Juste de la façon qu'en 2016, on prévoyait l'élection présidentielle entre Donald Trump et Mme Clinton de l'autre côté. Tous les sondages donnaient Mme Clinton favorite, et pourtant, c'est pas l'histoire qui s'est passée. Mais si on regarde ce que les gens tapaient dans Google chez eux le soir, c'était toujours Trump versus quelqu'un d'autre. Donc, ils comparaient toujours leur choix préféré avec un autre candidat. Donc, ce que les gens disent en estimation et ce que les gens font devant leur écran peut être deux histoires différentes. Alors, les flowmetrics vont beaucoup plus s'asseoir sur ce que les gens font réellement au lieu de dire oui, oui, c'est un 5 points, mais finalement, c'est pas ce qui se passe. Donc là, maintenant, je comprends le lien que tu fais avec les dates, parce que les estimations, en tout cas, moi, la manière dont j'ai assisté plusieurs fois à des séances d'estimation, c'est qu'on utilise les points, donc les story points. J'ai rarement assisté à des heures, mais je sais que ça existe, pour planifier dans le temps est-ce qu'on va être capable de terminer quelque chose. La difficulté là-dedans, c'est que c'est une métrique qui est par défaut, qui est inventée, donc qui est imaginaire. Hein. C'est une échelle qui se veut relative, donc on ne peut pas prédire si elle va vraiment se passer, mais on met des dates là-dessus. Okay, on prend un énorme risque. Là, ce que tu amènes, c'est de dire qu'en utilisant une donnée tangible sur ce que les gens font plutôt que pensent, on serait amené à avoir des dates plus précises. Est-ce que tu as des exemples de place de ces flow métriques-là pour de la livraison de projet? Pour de la livraison de projet, j'ai des exemples, mais plus des diagnostics que des success stories ou des histoires à succès. C'est souvent, oh, OK, les gens réalisent qu'avec les flow metrics, ce qu'ils pensaient livrer, finalement, ça n'arrivera pas. Alors, c'est plus de se rendre compte que on pourrait commencer maintenant à se dire la vérité en regardant notre historique et non pas de continuer à pelleter des nuages ou à se raconter des histoires et plutôt affronter la réalité. Une fois qu'on a ce diagnostic, est-ce qu'on peut un peu plus changer notre façon de faire au lieu de toujours en prendre trop? Fait que, par exemple, ça pourrait être quelque chose qui arrive, on découvre que notre throughput, c'est de compléter un projet par mois. On va peut-être se dire, bon, on va partir un projet par mois parce qu'à chaque mois, on en complète un. Donc, au lieu de dire, on va faire plaisir à notre clientèle, on va en prendre trois ou quatre qu'on commence à chaque mois, ben, on sait qu'on les livre, on va ralentir si on en prend trop, si notre livraison est toujours d'un projet de l'autre côté. Alors, est-ce qu'on est capable de maintenant, une fois qu'on a ce diagnostic, de cadencer un peu l'entrée d'un projet quand je sais qu'il y en a un qui sort à chaque mois et d'avoir du flow dans notre bureau de projet? As-tu des résistances à mettre ça en place parce que tu changes un ordre établi, on sait déjà comment on fait, on pointe, on date, et puis la timeline est faite. Là, tu changes, puis tu dis on va utiliser les flow métriques. Les gens, ils t'ont dit vas-y, c'est pas de problème? Ou c'était plus difficile que ça? Des fois, oui, des fois, ben, c'est un merci, c'est intéressant. On va continuer, puis on va continuer à garder un peu un œil sur ce que Pacemaker ou les Flowmetrics donnent. D'autres fois, c'est OK, on achète le système, on achète la pensée, on va ralentir. J'ai un client vraiment, OK, on prenait beaucoup trop d'épopées par PI, je sais pas comment on appelle ça, train de livraison en safe. Bon, on en prend beaucoup trop, OK, puis on est en train de réaliser qu'on devrait en prendre moins. Bon, on va en prendre moins, puis après deux trains, on voyait que les forecasts de Monte Carlo des Flowmetrics concordaient avec la bouchée qu'ils avaient pris. Donc, commencer à réaliser la valeur de j'en prends moins, je suis moins essoufflé parce que je cours moins après plein de choses, et ça me permet de garder un focus aussi sur le travail que je promets d'une certaine façon à ma clientèle.
Et pour revenir tantôt, je voulais le dire là, avant que je l'oublie, aussi ce qui est le fun avec les flow metrics, c'est lorsque je parle avec ma clientèle, mon product owner, mon PO, peu importe, je vais leur parler en jours. Je n'en parlerai plus en 50 points ou 20 points. Donc, j'ai plus cette conversation-là d'une heure de, ben, 3 points, c'est une semaine de travail. Je lui parle en jours. Mon client, il aime ça. Je parle son langage à lui. Ça, Moi, je serais tellement curieux qu'un expert safe de mesurer l'âge des items dans un train safe. Euh, Si on mettrait après ça un montant de dollars sur chaque jour qu'un item est dans mon train, par exemple, je vais dire, je sais pas, 1000 ou 2000 dollars à chaque jour qu'un épopée est dans mon train safe, eh bien, ça fait peut-être beaucoup, beaucoup de dollars si on se rend compte que mon train de livraison a peut-être 3000, 4000 jours d'actifs. C'est énormément d'investissement. Je trouve que ça bonifie notre conversation aussi dans nos équipes avec la gestion de on investit peut-être sur trop de choses en même temps. Cette conversation monétaire aussi, elle est très absente, je trouve, dans le domaine agile. Elle ne devrait pas. Le volet monétaire, il est très facile à avoir avec les flow metrics. Avec les points, OK, oui, on peut faire des conversions puis dire un point, ça vaut tant de dollars, mais c'est pas la même chose que parler de l'âge. j'ai l'impression qu'on parle de Air Miles là. C'est- Tout à Tu fait. sais jamais vraiment combien ça te convertit en dollars, puis tu te fais toujours fourrer à la fin. Bref, on parlait des histoires. Tu viens de sortir le aging, donc l'âge des éléments. Ça compte quoi ça? L'âge des éléments. Moi, je trouve que c'est un métrique ou un indicateur formidable parce que on chronomètre le temps que l'item a commencé jusqu'à aujourd'hui et on se sert du niveau de service attendu qui est le délai de livraison le plus souvent capturé dans l'historique de cette équipe-là. Donc, si par exemple l'équipe livre historiquement 12 jours, en 12 jours ou moins ces items, eh bien, ça nous permet de savoir que l'âge d'un item, lorsqu'il est en cours, plus il est en train de vieillir et plus il approche de son 12 jours, de son niveau de service attendu. Moi, en tant que Scrum Master, gestionnaire, directeur ou membre de l'équipe, je devrais peut-être m'activer un peu plus parce que je suis en train de frôler cette promesse que j'ai donnée envers mon client que je pourrais lui livrer en 12 jours, puisqu'historiquement, on pouvait le faire. C'est pas la métrique seule. La métrique seule renseigne finalement actuel de l'item à l'endroit où il est dans le flux de travail, mais on le compare avec, là tu disais le niveau de service attendu. Est-ce qu'on peut utiliser le cycle time pour le comparer? Parce que tout le monde Ben, n'a pas de niveau de service attendu non plus. ben le cycle time et le niveau de service attendu, c'est un peu comme les deux cousins. Tout faire les percentiles de tes cycle time va te donner ton niveau de service attendu. Donc, c'est un peu comme c'est un percentile, le niveau de service attendu. C'est une stat, une forecast qui permet d'aider l'équipe à savoir si on va arriver sur la livraison d'un item. Fait que oui, l'âge, on peut le comparer à ce niveau de service attendu-là, mais on peut s'en servir juste comme métrique seule. Par exemple, si ça fait 8 jours qu'un item est dans une colonne, bien, est-ce que c'est normal que ça fait 8 jours qu'il soit dans cette colonne-là, tandis que les autres items passaient souvent cette colonne en 2 jours? Alors, en tant que Scrum Master, ou coach agile ou coordonnateur, suivre l'âge des items par colonne en me préparant avant ma mail quotidienne, ça me permet de voir que, oh, j'ai certaines différences ici des items qui n'ont pas bougé. J'ai peut-être des nouvelles questions à poser pendant ma mail quotidienne, à focuser sur le travail. Et là encore, c'est ça qui est génial, c'est que pendant ma mêlée quotidienne, je pourrais juste parler des éléments de travail qui sont à risque autour de l'âge. Ce qui me permet de dire que si j'ai une équipe, par exemple, de 15-20 personnes, bien, je viens briser un dôme de l'agilité qui dit qu'une équipe doit être plus petite que 9 personnes, je crois. Eh bien, je pourrais en avoir 15-20, mais mes mêlées quotidiennes iront vite quand même parce qu'on va juste parler des items qui sont problématiques en termes d'âge. J'imagine que donc ça c'est une manière de pouvoir finalement s'assurer qu'on rentre toujours dans un temps de cycle, donc un temps qu'on a mesuré entre le début et la fin de travail. 10 jours. Ça prend 10 jours à faire. Si ça fait déjà 5 jours qu'on a commencé à travailler dessus, mi-chemin, mais on est à 5 jours, mais il ne s'est pas passé grand-chose. Donc on commence déjà un petit peu à allumer des flags.
Mais ce que t'amènes aussi là-dedans, c'est ça permet de faciliter une discussion, une prise de décision, par exemple le matin en daily ou dans la synchronisation quotidienne de l'équipe, sur quoi on devrait avoir les yeux maintenant parce que il y a quelque chose qui commence à flasher en rouge. Oui, et moi, je le partage souvent parce que au début, j'échouais, j'en parlais comme si je faisais la police. Maintenant, je le partage que j'ai une préoccupation, un peu comme tu viens de le verbaliser, qu'il y a une préoccupation envers cet item-là. Puis je ne le ramènerai pas à chaque jour. Oh, je sais que je suis rendu à mi-chemin à mon 10 jours. OK, mon développeur m'a communiqué telle information, on attend après une réponse. Je me prends une note dans mon cahier à côté, mais je ne le ramènerai peut-être pas à chaque jour. Je sais qu'il y a quelque chose qui va se passer. Alors peut-être que je vais arriver au huitième ou neuvième jour, je vais peut-être revenir sur le sujet, mais une fois que je sais qu'est-ce qui va se passer, j'ai posé ma question importante plus tôt que plus tard. Après ça, je laisse aller les choses jusqu'à temps qu'un autre suivi soit nécessaire. Ça me fait penser à une chose que j'ai jamais expérimentée, mais j'ai toujours entendu parler de ça quand j'ai commencé dans l'agilité. C'était la fameuse peau de banane qu'on laisse traîner quelque part, puis qui commence à pourrir parce qu'on s'en occupe jamais. Quelqu'un punaisait une peau de banane dans une salle de réunion parce que c'était un problème qu'on n'avait pas adressé, puis on l'adressait jamais, ce qui fait que la peau de banane commençait à noircir, pas sentir bon, puis plus personne n'a envie d'y toucher. Puis là, j'ai comme l'impression que l'âge des items, le aging, c'est un peu la peau de banane de se dire, hey, dis donc, ton item là, il commence à avoir des mouches dessus, il faudrait qu'on fasse quelque chose. Oui, oui, tout à fait. Et ça nous permet de le quantifier, cette peau banane-là, avec ton analogie. Oui, c'était beau sur le mur, mais avec les flow metrics, ça te permet de savoir quand est-ce qu'il devient brun. Est-ce que c'est après 5 jours qu'il n'a pas bougé, après 10 jours? Donc, je peux le moduler, pas juste dans l'équipe, mais au niveau de mon train de livraison. Peut-être que j'ai des épopées ou des features que ça fait 15, 20, 50 jours qui n'ont pas bougé. À quel niveau à quel moment est-ce que ma peau de banane, à plus haut niveau, elle devient brune? Fait que faire un raffinement ou un nettoyage de son tableau avec un PO, avec quelqu'un plus haut, ben, de voir les épopées qui n'ont pas bougé depuis longtemps, c'est un beau rappel que nos outils comme Jira ou Azure DevOps sont pas assez bien configurés pour nous permettre de voir cette visibilité-là. Nécessité de faire un ménage constant de son backlog, je pense que ça c'est un prochain sujet à ouvrir dans le podcast. Euh, tu parlais du travail en cours, work in progress, WIP. Est-ce qu'on peut dire inventaire aussi? Oui, Ou c'est pas j'imagine. pareil? Ben, je l'utilise pas, mais j'imagine si ça colle plus à la réalité des gens, pourquoi pas? Ça, le travail en cours, ça raconte quoi comme histoire? Moi, je vais pas beaucoup le suivre. Honnêtement, je vais pas beaucoup le suivre. Je vais plus regarder mon throughput, mon temps de cycle, mon SLE et mon âge. Mon WIP, je vais plus après ça le moduler en sachant que, par exemple, si mon équipe livre pas beaucoup de choses à chaque semaine, mais il y en a beaucoup qui rentrent, ben, je vais plus commencer à essayer de limiter le travail en cours qui rentre en sachant qu'il n'en livre pas tant que ça à la sortie. Donc, est-ce qu'il y a peut-être un symptôme qu'on en prend toujours trop? On veut faire plaisir, on s'engage trop, on n'a pas les bonnes lunettes face à notre travail. Donc, je vais peut-être plus le moduler indirectement en me servant du throughput puis limiter le travail en cours qui rentre. Donc, quand tu dis limiter le travail en cours qui rentre, c'est un nouveau type de travail qui rejoint l'équipe. Eh les gars, j'ai une nouvelle urgence. Ok, d'accord, on la prend, mais sauf qu'on la prend, mais tous les jours, il y en a une nouvelle. Exactement. Donc, on est en train d'en faire peut-être rentrer trop. Moi, dans mon rôle de Scrum Master, ça va être d'informer, de rendre ça transparent aux gens, de leur émettre les avertissements. Et ensuite, c'est à eux de peut-être prendre la décision ou non. Mais s'ils prennent la décision de le faire rentrer, il y a des bonnes chances que mon temps de cycle va commencer à augmenter. Parce que plus qu'on prend des items en même temps, je travaille sur tellement de choses, les choses vont commencer à glisser, mes temps de cycle vont monter. Donc, c'est beau. L'équipe prend la décision de faire entrer les choses de jour en jour. Je garde un œil sur mon temps de cycle. Si je suis chanceux, il n'y a rien qui va bouger. Si l'équipe n'est pas chanceuse, les temps de cycle vont commencer à monter. Fait que là, c'est peut-être le bon moment d'avoir une rétrospective et parler de ce sujet, par exemple. Et comment on fait dans une équipe à un moment donné, on doit trouver une balance. C'est-à-dire que chaque indicateur joue sur l'autre.
WIP augmente, donc on a de plus en plus d'items qui rentrent. Donc ce qui fait qu'il y a des items qui attendent. Donc là, l'aging s'allonge. Potentiellement qu'on en livre moins, donc le throughput baisse. Et fatalement, le temps de cycle s'allonge. Alors, il faut qu'on trouve une balance là-dedans. Oui, C'est comme comment dire, un tableau de bord de voiture. Il faut comme apprendre à bien comprendre comment les aiguilles bougent les unes par rapport aux autres. Comment est-ce qu'on arrive à trouver la bonne limite pour ne pas se surcharger et avoir un flux continu? oui. Ben, premièrement, Pierre-Cyril, ça c'est la première chose que je trouve que tu dis qui est géniale, c'est cet écosystème ou ces quatre métriques-là, je trouve qu'ils sont imbriqués ensemble. Et moi, j'en démarre pas depuis 5, 6, 7 ans que je fais ça. Je jongle toujours avec ces quatre métriques-là pour essayer de trouver la balance ou de afficher cette balance-là à mes équipes. Je trouve que tu as vraiment cerné l'important, c'est qu'une fois qu'on est rendu dans ce mindset-là, de jouer avec ces quatre-là, moi, en tout cas, je ne suis pas capable d'en sortir. Je trouve qu'ils sont trop précieuses. Comment trouver la balance? Il n'y a pas de réponse magique à celle-là. Ça va dépendre de chaque équipe, l'ajout ou le retrait de personnes dans l'équipe, parce qu'il y a des nouveaux projets, des nouvelles technologies. Il y a trop de contextes différents pour donner une réponse magique qui s'applique à toutes les situations. Et puis ma question n'était pas nécessairement sur, je l'ai mal posée, elle n'était pas nécessairement sur la solution, parce que évidemment il y a 1000 solutions à 1000 problèmes, mais c'était plus comment est-ce comment est-ce qu'on fait le diagnostic pour trouver finalement l'élément qui est problématique de notre côté. Donc si on se dit on est surchargé de travail, ça peut arriver. Est-ce qu'on opère ce diagnostic-là? Par quoi est-ce qu'on commence? Par exemple, moi, je vais souvent regarder mon temps de cycle avec le niveau de service attendu. Supposons que j'ai un niveau de service attendu de 20 jours ou moins. Première chose, je vais peut-être me retourner vers mon PO ou mon team lead ou un tech lead, peu importe la couche gestion autour. Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que ça vous dérange, ce niveau de service attendu que c'est livré en 20 jours? Oui, on est correct avec ça. OK. Bon, ben, c'est peut-être pas un angle d'attaque qui va être important. Le throughput est de un item par semaine. Comment vous aimez ça? Ah, on pourrait en livrer plus. L'équipe se plaint elle a rien à faire. Ah, OK. Fait que peut-être qu'on pourrait d'abord activer à améliorer le throughput. Comment qu'on fait ça? Notre limite web, est-ce qu'elle est trop élevée à l'entrée ou trop basse? C'est peut-être pour ça que le throughput est si bas. On se protège, on est en mode défensif parce que là, 6 mois, on a été chaudé dans l'équipe pour une raison X. Donc, c'est vraiment de prendre chaque métrique, d'avoir des conversations avec les joueurs clés, puis de voir si on agit ou non sur chacune d'elles. Si on a effectivement, j'aime bien cet angle-là où on va aller, la métrique raconte quelque chose, mais elle raconte pas nécessairement la bonne histoire pour le bon bobo. Elle peut raconter plein d'histoires, mais c'est pas nécessairement celle-là qu'on veut écouter. Donc ça va être de regarder au niveau des personnes décideuses sur de multiples aspects, si on a des enjeux, lesquels, tellement qu'on peut aller se dire, bah, cette manière de mesurer là va pouvoir nous indiquer si les choses qu'on met en place s'améliorent. Puis aussi de voir avec l'équipe les problématiques par lesquelles elle passe. Donc là, moi je me dis, enfin les rétros vont servir à quelque chose. Donc toutes les choses dont les gens se plaignent au quotidien, et parfois c'est relativement doux, mais on est peut-être capable de revenir en arrière sur les rétros précédentes, de tisser un lien, de trouver un pattern commun de cet élément-là revient souvent de on n'a plus rien à faire à la moitié du sprint ou des choses comme ça, ou c'est toujours bloqué par telle chose, qu'on pourrait finir par mesurer pour sortir de l'émotion et comment dire, pas sortir de l'émotion, mais commencer à rentrer dans le mesurable pour pouvoir avoir du quantitatif et du qualitatif. Donc Tout à fait. pouvoir Oui. avoir les deux. Tout à fait. Je pense qu'aussi dans l'agilité, on est resté très dans le qualitatif depuis les 10, 15 dernières années. On s'aime beaucoup en rétro, on est heureux, on s'adore, on s'aime. Mais qu'est-ce que les chiffres nous racontent? Donc, ça devrait pas A juste été dans être les mêmes rétros, people. je crois. Mais oui, qu'est-ce que les chiffres racontent? Que tu utilises quoi comme métrique dans les rétrospectives, toi? À peine encore. J'ai pas encore sorti de Cycle Time Scatterplot. J'ai pas mis mes nuages de points.
je vais les analyser à côté. Je vais peut-être ramener des points spécifiques à mes équipes. Les développeurs, les membres des équipes n'ont pas encore un intérêt pour les métriques de flow, puis peut-être qu'ils l'auront jamais. Ça va peut-être plus rester quelque chose Scrum, gestion. Ok, c'est intéressant ce que tu dis, que selon toi, qu'est-ce qui... Ton best guess là, hein, qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils aient pas l'intérêt de ça, par exemple? Dans mon expérience, ces personnes-là aiment coder, réaliser, apporter de la valeur à leur clientèle. Ils s'accomplissent dans leur travail en livrant cette valeur-là. Donc, qu'est-ce que je peux faire au minimum pour les aider à s'améliorer, mais sans me parler de philosophie agile? Fais juste me dire là, où est-ce qu'on a ralenti. Dis-moi pourquoi. Y a-t-il des choses qu'on peut trouver? Go, on continue. C'est drôle parce que moi j'aurais pensé que ça aurait été l'inverse, où justement on pourrait être en face de personnes assez cartésiennes, donc je veux pas mettre tout le monde dans un moule, mais quand même relativement des personnes qui sont assez structurées puis font du code, donc il y a au moins une règle de syntaxe très 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 précise, hein, minimalement. Tellement qui regardent des graphiques de performance sur Grafana ou je sais pas quoi, qui regardent le nombre de si les builds fail ou pas. Enfin, je veux dire, ils sont habitués à regarder certaines choses. Le mouvement DevOps, de plus en plus, on habitue les gens à regarder ces genres de choses-là. Là, c'est comme une vue méta sur non plus la technologie, mais un organisme fonctionnel qu'est l'équipe. Puis je me dis philosophiquement, donc t'es genre peut-être que j'ai tort aussi là, peut-être que personne n'a raison entre nous deux, mais que ça pourrait être intéressant finalement, parce que il y a une part de gamification aussi là-dedans, de se dire tiens, on essaye une petite affaire ensemble après la rétro, on est tous d'accord, on fait ça. Oh, on voit la courbe, on voit le bar chart qui change. Donc il y a côté nouveauté puis expérimentation qui pour moi est le fun, mais peut-être que je suis un mec bizarre aussi. C'est tous des très bons points, Pierre Cyril. Faudrait que je l'essaye à un moment donné un peu plus, que je le pousse un peu plus. Mais oui, très bon point. On arrive bientôt à la fin. Je suis curieux de savoir de ton côté quelles ont été tes inspirations, des personnes qui t'ont marqué ou des vidéos, des lectures qui t'ont marqué sur le sujet si les personnes veulent approfondir. C'est clair et simple pour moi. Ça, il y a Daniel Vacanti en arrière de tout ça, qui a écrit un excellent livre en 2013-2015, Actionable Agile, Metrics for Predictability. Je te recommande fortement si vous voulez une très bonne base sur les flow metrics. Vraiment, Dan m'a beaucoup, beaucoup aidé à voir cette perspective-là dans mes équipes. Ici, je fais Pacemaker aujourd'hui où je concentre mes activités de formation sur ça. C'est vraiment, il a réussi à semer cette passion-là dans moi. Donc, Daniel Vacanti, je vous le recommande beaucoup. Un de ses collègues, oui aussi, oui, j'aime beaucoup Pratik Singh, qui est son collègue chez ProKanban. Pratik et moi, on s'écrit des fois des messages. On suit un peu les élections américaines 2024 parce qu'il y a du forecasting. Présentement, il y a des simulations de Monte Carlo pour voir qui va gagner. Donc, moi, je m'en sers présentement avec des clients potentiels ou pour rattacher à des gens qui ne croient pas aux simulations Monte Carlo. Ben, on s'en sert pour prédire la plus importante élection de l'année. Excusez-moi les Français pour l'élection française pour cet été, mais je pense qu'elle est aussi importante celle de cet automne. Mais c'est ça. Alors, si les électeurs américains se servent des Monte Carlo pour faire du forecasting, je crois que c'est peut-être un outil que juste pour la gestion de projet ou gestion d'équipe, on pourrait s'en servir aussi. J'ai José Casal en Finlande que j'adore aussi. Je viens de terminer de lire le livre de Klaus Leopold, Flight Levels, que j'ai adoré. Oui, je ne sais pas si tu l'as lu, Pierre Cyril. Je commence à le lire, ouais. Très bon livre. Donc, c'est peut-être mes inspirations du moment. Puis Dawn of Everything que je viens de terminer cet été, là, qui est un fascinant livre qui remet un paquet de modèles de ce qu'on connaît de l'histoire de l'humanité. Oh. Tout un Oh, programme. Eh ben oui. dis donc. T'as mentionné au moins 10 fois dans la même phrase Monte Carlo. À quoi est-ce que ça aide à la prédictibilité d'un projet là? Monte Carlo, on va appeler ça les simulations Monte Carlo. C'est un outil mathématique qui va vous permettre assez simplement de donner des dates de livraison avec plusieurs possibilités pour une date ou aussi pour un nombre d'items à livrer avec une date. Donc, ça vous donne un outil de plus pour créer cette conversation. Est-ce qu'on va se rendre pour la date donnée ou la date demandée? Est-ce qu'on est capable d'y aller?
sans avoir besoin de réestimer un carnet de produits au complet avec des points. En quelques instants, on sert du throughput comme entrée dans cet outil-là et ça vous donne vos réponses. Après ça, vous les ramenez à votre comité directeur, votre PO, peu importe la personne avec qui vous avez cette conversation-là, et vous allez avoir beaucoup plus, je crois, de richesse comme conversation sur qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a la réponse. Nous amène une vue statistique sur le plus haut taux de probabilité qu'on cherche sur une date possible, très possible, de livraison. C'est-à-dire que si on le compare avec, par exemple, la manière qu'on fait en estimation en heures ou en story points, où il peut y avoir quand même beaucoup de variabilité là-dedans, on va avoir à l'instant T, et sur donc, les 4 métriques de l'équipe, à l'instant T, on va avoir une projection dans le futur qui est a priori la bonne si les conditions ne changent pas. Et ce qui est génial, c'est qu'à chaque semaine, l'équipe va compléter du travail. Et on prend ce nouveau travail et on l'injecte dans cet outil, des simulations Monte Carlo, et votre date de livraison va osciller, va bouger un peu. C'est peut-être un peu inconfortable pour votre clientèle, mais en même temps, ça vous permet de toujours réajuster le tir selon la dernière productivité ou les dernières nouvelles de l'équipe. Oui, c'est inconfortable, mais en même temps, on vous donne la plus récente date possible à chaque semaine. Et ça fait écho avec ce que tu disais tout à l'heure de parler avec les décideurs de est-ce que est-ce que c'est acceptable? Mhm. Donc si ça ne devient pas acceptable, ben non, on peut pas. Là, tu me dis qu'on va livrer dans 3 ans. Oui. Si c'est pas acceptable, c'est qu'est-ce qu'on accepte de changer maintenant si ça c'est pas acceptable? Est-ce qu'on fait la moitié du projet? Est-ce on en livre moins? Est-ce qu'on teste d'en livrer moins? Est-ce qu'on teste de bloquer à l'entrée le fameux whip? Est-ce on veut voir une amélioration? Puis là, on est capable de se dire, ah tiens, semaine prochaine, on a gagné un an. On a gagné un an de livraison de projet. Donc, c'est comme, on continue ou on arrête? Je ne sais pas si c'est aussi drastique, mais j'imagine qu'un bon cleaning, un bon nettoyage de backlog, une application assez méthodique de certaines, finalement, accords d'équipe, on ne veut pas trop surcharger, etc., aura un effet assez important finalement sur une date de livraison. On ne se rend pas compte à quel point la somme des petites choses qu'on fait au quotidien comment dire, allonge le délai de livraison de manière significative. Tout à fait, oui. Ça m'a fait super plaisir de t'avoir. J'espère que vous allez avoir l'occasion d'aller à l'Agile Tour, Agile Québec aussi, pour rencontrer Louis-Philippe. Prochaine, merci beaucoup. Merci Pierre Cyril, merci beaucoup de ton temps. Ça m'a fait plaisir de jaser de Flowmetric pendant la dernière heure. Et à très bientôt. C'est fini pour aujourd'hui. Pour toi qui nous écoutes, si tu as des questions pour Louis-Philippe ou une expérience différente de l'utilisation des Flowmetric, n'hésite pas à ajouter un petit commentaire. On y répondra avec plaisir. Et en attendant le prochain épisode, tu peux aller sur collaborationsoft.com pour aller retrouver les tactiques concrètes qu'on a sorties dans cet épisode avec Louis-Philippe et surmonter la résistance au changement. Changez vos métriques, changez vos manières de faire. On est avec vous. Des bisous.